Bonjour à tous, bienvenue dans Ambition d'entrepreneur. Un numéro aujourd'hui consacré à la beauté, plus précisément à la coiffure avec Franck Provost et son groupe Provaliance, devenu l'un des principaux acteurs mondiaux. Chaque jour, 1 million de Français se rend chez son coiffeur. La coiffure, un secteur qui pèse en France 6 milliards d'euros avec 70 000 salons. Et parmi les acteurs de ce marché, l'américain Régis et les français Desange, Vogue et le groupe Provaliance de Franck Provost qui a ouvert son premier salon en 1975. 42 ans plus tard, son chiffre d'affaires dépasse le milliard d'euros. 1,2 milliard, c'est énorme, mais en même temps, il faut savoir qu'on coiffe 45 millions de clients par an. Et simplement en France, c'est 2 millions par mois, ce qui représente 24 millions par an. 45 millions de clients traités dans les 3000 salons que compte le groupe, dont un nombre grandissant à l'étranger. On a commencé l'international en 1995. Aujourd'hui, il y a 1100 salons dans 35 pays et cela représente 20% du chiffre d'affaires. Un chiffre en progression permanente, 15% de croissance encore l'année dernière. L'entreprise familiale, située à Paris, investit massivement dans la formation et la détection des jeunes talents. Chaque année, on forme 15 000 personnes sur 8 académies sur l'ensemble de nos enseignes. Fabien Provost, le fils du fondateur, est aux commandes du département artistique du groupe qui compte 10 enseignes. Sa fille Olivia dirige la communication et le marketing. La relève semble assurée. Le groupe est cependant toujours présidé par Franck Provost, un parcours d'autodidacte pour cet entrepreneur dans l'âme, passionné par son métier. J'ai commencé comme apprenti dans un petit salon à l'âge de 16 ans en province. Puis après, j'ai gravi tous les échelons, j'ai fait des concours de coiffure, j'ai travaillé pour la télévision, pour le cinéma, j'ai été manager, j'ai fait des saisons. Enfin, j'ai tout fait ce qu'on peut faire dans ce métier. Moi, j'aime avoir des équipes autour de moi et ces équipes, il faut les faire progresser et ils nous font progresser. Donc c'est un peu une espèce d'échange. On n'a que deux mains, donc on ne fait rien tout seul. Voici à présent les principaux chiffres à retenir sur Provaliance. Ambition d'entrepreneur, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. À très vite. Entreprise Patrimoine, ils conjuguent leurs ambitions d'entrepreneur avec la Banque Palatine. Front Assist freine automatiquement en cas d'urgence. À découvrir sur le Tiguan pendant les jours Volkswagen Innovation. Volkswagen. Isabelle a vu sur le profil de Marc qu'il aimait la danse. D'ailleurs, il a même inventé la sienne. Disonsdemain.fr, le site de rencontre des jeunes de plus de 50 ans. Relookez-vous avec Look Voyage. Look Fun. Look Sport. Look Explorateur. Look Zen. Look Voyage, relookez-vous. 8 jours en tout inclus à partir de 499 €. Nouveau Toyota CHR hybride. À partir de 299 € par mois, entretien inclus. Et pendant les journées hybrides pour tous, venez essayer la gamme hybride Toyota et profitez d'offres exceptionnelles. Le premier smartphone au monde doté de la technologie Super Slow Motion. Xperia XZ Premium, le nouveau smartphone de la série Xperia XZ par Sony. La performance, vous la ressentez à chaque instant. Quelle que soit la route, quelles que soient les conditions. Découvrez notre premier SUV dédié à la performance, Jaguar F-Pace.
Citroën C4 Cactus avec reprise Argus plus 3500 €. Elle plaît à ceux qui n'aiment pas plaire à tout le monde. Citroën. Nous partager le même duopack? Non, parce qu'une fois j'ai partagé mon appartement avec un ami et on ne savait jamais qui des deux devait faire la vaisselle, Orange. le linge, nourrir le chat. Orange. Oui. On se tait. Oh, d'accord. Mais je parlais Nouveau des- M&M's duopack. toujours un Avec problème. qui allez-vous les Pourquoi partager? on sait jamais. Du 9 au 17 juin, pendant les jours 100% gagnants du PMU, à peine joué, c'est déjà gagné. Pour chaque quintet plus de 6 € minimum, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 4 €, valable sur le quintet plus du lendemain. PMU, pariez sur vous. Chez Boulanger, on a tout pour vous rendre happy. Commandez votre article jusqu'à 22 h et hop, c'est chez vous dès demain. Boulanger, c'est 135 magasins près de chez vous. Quand Alain a lu « Attentionné, touche à tout » sur le profil de Sophie, il ne s'attendait pas vraiment à ça. Disonsdemain.fr, le site de rencontre des jeunes de plus de 50 ans. Le Grand Soir vous présente à la une des Échos avec Dominique Seux du journal Les Échos. Découvrez en avant-première les titres qui feront l'actualité. À la une des Échos, c'est du lundi au jeudi à 21h10 sur LCI. Retrouvez toutes vos infos sur l'appli LCI. Votre programme avec Made.com. Made.com, le design made pour moi. Regardez votre programme en toute sécurité avec Omiris Alarme et Télésurveillance. Omiris au 30 36. Le Grand Soir avec aujourd'hui Frédéric Delpech pour le JT politique. Face à vous Frédéric, il y a bien sûr Renaud Pilat, fidèle au poste. Et ce soir également avec nous Thierry Fabre du magazine Challenge. La une de Challenge cette semaine, les grandes fortunes du vin. Et oui, il n'y a pas que Vivatech en grand salon, il y a aussi Vinexpo qui va commencer dans quelques jours. Et ça n'a pas échappé à Challenge qui parle aussi, vous l'avez vu en haut de cette une, de la mort du Parti Socialiste. La vraie mort cette fois du PS. Nicolas Boudot est également avec nous, Nicolas du cabinet de com Tilder. Vous nous donnerez tout à l'heure, Nicolas, le résultat de la question politique. Comme chaque semaine, les Français redoutent-ils une trop grande majorité pour le président Macron? C'est l'une des questions que vous avez posées cette semaine aux Français. Réponse donc tout à l'heure. D'abord, Frédéric, on va bien sûr revenir sur le fait du jour. Fait politique, si l'on peut dire, même si on est plus dans le fait divers finalement que dans la politique. Cette agression dont a été victime Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, alors la candidate LR était en pleine campagne dans son arrondissement, le 5e arrondissement de Paris. Elle distribuait des tracts sur le marché de la place Maubert lorsqu'elle a été prise à partie par un homme d'une 50aine d'années qui l'a insultée et bousculée. Et donc Nathalie Kosciusko-Morizet est tombée à terre, a fait un malaise, a été transportée à l'hôpital Cochin. Elle a perdu connaissance plusieurs minutes. On va écouter d'abord les témoignages d'abord de membres de son équipe et puis également d'un photographe. Donc elle a donné un tract à un monsieur et le monsieur a commencé à lui hurler dessus en la traitant de bobo de merde. Donc je me suis retournée et à ce moment-là, le gars a pris le tract qu'elle lui avait donné, a voulu lui mettre un coup avec à la figure. Elle a mis sa main devant sa figure pour se protéger et tout de suite il lui a mis il l'a poussée au niveau de la poitrine. C'est à ce moment-là qu'elle est tombée et elle a perdu connaissance pendant quelques minutes. Il a manifestement vu qu'elle est tombée par terre et il est parti par là. Sans courir. J'ai suivi dans le métro. Là, il m'a reconnu. Il m'a essayé de m'empêcher de monter dans la rame. Je suis quand même monté derrière lui. Arrivé à Cluny, donc une station plus loin, il m'a empêché de sortir de la rame. Mais j'ai quand même réussi à sortir du métro. Je l'ai suivi dans la rue. Là, il a commencé à me frapper pour détourner mon attention et en disant arrêtez de me suivre, arrêtez de me suivre. Voilà, alors, forte, hein. Aux dernières nouvelles. Oui, alors aux dernières nouvelles, effectivement, NKM va rester donc en observation à l'hôpital Cochin toute la nuit. C'est sa suppléante qui va assurer tous ses rendez-vous demain. Et son équipe vient d'annoncer qu'il y aura, à l'initiative, disent-ils, de Parisiens, un rassemblement contre la violence demain soir à 18h sur les lieux de l'agression, justement. Il y a eu de très nombreuses réactions politiques, de soutien évidemment. Des dizaines et des dizaines de messages de soutien pour la candidate et d'indignation. Alors d'abord du Premier ministre Édouard Philippe qui a réagi très rapidement, évoquant
une violence intolérable. Il s'est d'ailleurs rendu à son chevet à l'hôpital Cochin. Son adversaire dans la circonscription, le candidat En Marche, Gilles Legendre, a décidé de suspendre sa campagne. Beaucoup de messages aussi de la famille politique de NKM. François Fillon lui souhaite un bon rétablissement et le succès dimanche. Alain Juppé, nous avons besoin d'elle. Laurent Wauquiez témoigne de son soutien total. À gauche, c'est Manuel Valls qui exprime son affection à NKM. Jean-Christophe Cambadélis évoque une agression intolérable. Anne Hidalgo, un acte lâche. Enfin, parmi les autres messages à signaler, celui de Jean-Luc Mélenchon, à bas la violence politique. Et également, un peu plus tard, celui de Marine Le Pen, pour qui tous ces comportements sont de plus en plus fréquents et sont inadmissibles. Oui, réaction vraiment unanime, quel que soit le parti. C'est vrai que l'ensemble de la classe politique évoque un climat dégradé depuis plusieurs mois. Cette présidentielle, elle a été marquée par un certain nombre d'actes violents. Et oui, c'est un fait d'ailleurs nouveau, une agressivité qui n'est pas seulement verbale à l'égard des candidats. On va revoir d'ailleurs quelques images de cette présidentielle. D'abord Emmanuel Macron, qui, vous en rappelez, avait reçu un œuf sur la tête lors de sa visite au Salon de l'Agriculture le 1er mars dernier. Alors DG2 également, ça c'était pour Marine Le Pen devant la cathédrale de Reims, là c'était le 4 mai. Alors là c'est François Fillon, lui c'était de la farine à l'occasion d'un meeting à Strasbourg le 6 avril. Vous vous souvenez de ces images. Et puis enfin l'agression de Manuel Valls par un jeune homme, un jeune militant extrémiste breton, qu'il avait giflé à Lamballe dans les Côtes-d'Armor le 17 janvier. C'est vrai qu'on a un peu oublié toutes ces images, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Il y a eu une violence particulièrement forte dans cette élection. Il faut dire aussi que pour ce qui concerne plus précisément la circonscription de Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est une circonscription où le climat est particulièrement tendu. Oui, et puis une droite qui est en ordre dispersé. D'ailleurs, le parachutage de la candidate dans cette circonscription a suscité des aigreurs. Il y a eu les critiques, par exemple, de la maire du 7e arrondissement, Rachida Dati. Et puis, il y a eu des dissidents, le maire de droite de l'arrondissement du 6e arrondissement, et puis également l'ancien député des Yvelines, Henri Guénaud. Henri Guénaud, éliminé dès le premier tour, qui avait tenu, vous vous en souvenez, des propos assez vifs en début de semaine pour s'en prendre aux électeurs de la circonscription. Ils sont à vomir parce que, enfin d'abord il y a les bobos, vous savez, ces bobos narcissiques qui vivent entre eux dans l'égoïsme le plus total. Bon, voilà, ça c'est vraiment ce que je déteste le plus dans l'existence. Voilà, je le dis très franchement. Alors évidemment, Thierry Fabre, ses propos, ils résonnent un peu bizarrement aujourd'hui. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a vu beaucoup de scènes de violence évidemment condamnables. On a vu beaucoup de violence quand même dans les propos qui ont été tenus dans cette campagne. Les discours ont été durs. Les discours ont été durs dans différents partis, différents candidats, notamment chez les deux extrêmes, extrême gauche, extrême droite. J'ai souvenir de meetings de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon où les attaques étaient frontales. Cette campagne a chez les militants ou chez les leaders aussi? Chez les leaders aussi et également chez les militants. La campagne a été dure. Elle a été dure avec les affaires qui sont multipliées. Il y a eu des campagnes sur le net, sur les réseaux sociaux qui ont touché tous les candidats avec plus ou moins d'efficacité. Puisqu'on a vu par exemple, évidemment François Fillon s'en est mal sorti puisque la justice s'est intéressée à son cas. Emmanuel Macron a été énormément ciblé. Rappelez-vous ses revenus, ces millions évaporés de Rothschild. On recevait, nous journalistes, des quantités de mails. Absolument. Et donc finalement ça a fait ça a créé un climat, a créé une petite musique et qui finit de temps en temps par sortir comme ça, par expurger par des actes de violence. Exactement, c'est-à-dire qu'on a vu quand même des attaques et pas cette bienveillance que prenait Emmanuel Macron, vous savez, dans ses meetings, c'était un des rares en disant ne sifflez pas mes concurrents. Ça n'a visiblement pas marché. Et donc on peut dire que cette campagne a été vraiment une des plus dures. Et donc du coup, avec les débordements, donc c'est un peu la conséquence extrême de cette dureté. Est-ce qu'on peut dire que des digues ont sauté, Nicolas Boudon ? Oui, ça dit aussi ce type de débordement, l'état du pays, l'état psychologique du pays, qui n'est pas bon, c'est le moins qu'on puisse dire. La violence un peu sourde que l'on ressent partout. Il suffit de se promener dans les rues de Paris ou dans n'importe quelle rue de n'importe quelle ville ou village de France pour ressentir ce sentiment des Français de violence, de distance de plus en plus forte à l'endroit de celles et ceux qui sont censés les représenter. On en a eu un exemple patent, chiffré dimanche dernier avec une abstention à plus de 50%. Et quand on ne peut pas s'exprimer dans les urnes par la voie démocratique, qui est celle que l'on a inventée pour éviter de se mettre sur la figure comme au temps des Gaulois, eh bien, on en revient à des espèces de réflexes de violence. Oui. Qui, une fois de plus, ne sont pas bons pour la démocratie et qui se multiplient, quelle que soit la famille politique visée. Quand on regarde un peu dans le rétroviseur, Renaud Pilat, cette campagne, elle est
particulièrement violente par rapport à d'autres, ou bien là c'est le gros plan qu'on fait en ce moment qui a un effet grossissant? Il me semble qu'elle est plus violente en intensité et c'est normal parce qu'on est en période de décomposition intense, de graves crises politiques. Sinon, Macron ne serait pas là. Oui. Et sinon, on n'aurait pas à commenter une assemblée la semaine prochaine de plus de 450 députés. Oui. Ce qu'on vit, c'est une anomalie. C'est un moment historique, c'est une anomalie. Et donc, il y a peut-être un espoir de renouvellement, mais il y a à la fois la pesanteur de la crise politique, de la décomposition, plus, je dirais, l'avènement et la puissance des réseaux sociaux, des chaînes info, tous ces faits qui font que désormais, lorsque l'on est énervé, lorsque l'on est militant et qu'on veut passer un peu à l'acte violent, militant ou pas d'ailleurs, eh bien on se dit qu'on va avoir un très fort écho grâce aux nouveaux moyens technologiques. Donc décomposition, crise de la politique, plus nouveaux moyens technologiques, eh bien ça donne un climat particulier. Juste pour ajouter aussi à ce que vous avez dit, effectivement, une violence dans cette campagne, une campagne très violente, mais c'est vrai que les campagnes ont souvent été violentes, assez dures. Là, c'est sans doute aussi un symptôme de la désacralisation de la politique et des politiques. On voit que maintenant, effectivement, on n'hésite plus à s'en prendre physiquement, plus seulement verbalement, mais physiquement à des responsables politiques, directement dans la rue, là, comme aujourd'hui, parce que la fonction est totalement désacralisée et les politiques ont perdu tout crédit aux yeux des Français. Et donc ça, c'est un symptôme assez grave de la crise politique, à mon avis, qu'on traverse aujourd'hui en France. On a entendu dans les témoignages que vous avez passés tout à l'heure un photographe de l'AFP, il y a des photos, Thierry Fabre, qui ont été prises de Nathalie Kosciusko-Morizet à terre, inconsciente. Ces photos, nous avons choisi de ne pas les diffuser. Quel est votre avis là-dessus? L'AFP dit, nous, on prend les photos et puis ensuite, elles sont lavées un peu les mains, quoi. C'est à nos clients de décider de les diffuser ou pas. Oui, alors là, chaque journal doit juger et décider de publier ou pas. Il faut absolument avoir une décence là-dessus et effectivement avoir un filtre pour ne pas affecter l'image de Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc effectivement, beaucoup de journaux se sont abstenus et je pense que c'est une bonne chose. Renaud. Respect de la vie privée, et je pense que même si on n'est pas élégant, eh bien, le minimum de bon sens, c'est de savoir que l'on n'aimerait pas avoir des photos de soi-même évanouies à terre. Donc respect de la vie privée, on ne publie pas. La campagne qui se poursuit avec des déplacements un petit peu partout en France. Les poids lourds sont de sortie. On peut citer notamment Édouard Philippe qui s'est rendu dans le Gard auprès de Marie-Sara dans l'arène face à un taureau rugueux qui s'appelle Gilbert Collard. Amélie Carwer est sur place. Alors c'est un peu, Amélie, une réponse à la visite de Marion Maréchal hier. Affrontement tendu dans le Gard. En effet, et Édouard Philippe, il monte en première ligne. 4 déplacements en 48 heures, 8 candidats soutenus en une seule et même journée, sans oublier les vidéos de soutien postées sur Facebook. Voilà le programme du Premier ministre Édouard Philippe qui, dans cette toute dernière ligne droite, semble avoir le rôle de tête d'affiche, si ce n'est de leader de cette campagne. Et il semble avoir une priorité, soutenir les candidats qui sont face au Front National, même si lui refuse d'en parler, refuse de parler de tournée anti-FN. Il dit vouloir faire une campagne non pas en contre, mais une campagne positive. Reste que à la mi-journée, il était dans les Pyrénées-Orientales pour soutenir notamment un candidat face à Louis Alliot. Et en fin d'après-midi, oui, il était dans cette circonscription médiatique du Gard qui voit s'affronter Gilbert Collard et Marie-Sara, la candidate de La République En Marche. Les voix des électeurs de droite sont particulièrement disputées. On rappelle que la candidate de droite qui a échoué au premier tour n'a pas donné de consigne de vote. Du coup, Gilbert Collard, il essaye de capitaliser sur cette situation. Il a eu le soutien de Marion Maréchal-Le Pen hier, celui de Robert Ménard, ça c'était aujourd'hui. Allez voter fainéant, a-t-il lancé même dans ces dernières 48 heures aux électeurs, notamment abstentionnistes frontistes. Et oui, preuve que cette campagne ici, elle est musclée après un premier tour serré. Il souhaite saisir la commission des comptes de campagne et le parquet financier. Il nous l'a annoncé à la mi-journée pour vérifier si les déplacements du Premier ministre ne sont pas sur le dos du contribuable. En tout cas, je peux vous dire que ça ne va pas du tout empêcher Édouard Philippe de poursuivre puisque demain matin, il sera au Blanc-Ménil et demain après-midi à Besançon.
programme chargé pour le Premier ministre. Merci beaucoup Amélie qui est aux côtés d'Aliénor Adret. Et puis à quelques dizaines de kilomètres de là, toujours dans le sud, autre terrain de campagne et autre enjeu de taille, c'est Marseille. Jean-Luc Mélenchon va tenter de se faire élire dimanche soir. Il a face à lui une candidate macroniste qui s'appelle Corinne Versini. Elle a eu droit à une visite elle aussi aujourd'hui. Comme c'est un affrontement sportif, eh bien c'est Laura Flessel qui est venue pour tenter de porter les stockades à Jean-Luc Mélenchon. Lucas Ajdela, vous avez passé la journée avec ces protagonistes. Racontez-nous un peu le climat et surtout la tendance politique dans cette circonscription. Bien, écoutez, Julien, il y a d'un côté la candidate de la République En Marche, Corinne Versini, qui espère fédérer l'ensemble de l'électorat qui s'oppose à Jean-Luc Mélenchon pour rattraper son retard. Elle a un retard de plus de 12 points, Corinne Versini, sur Jean-Luc Mélenchon, qui est arrivé largement en tête avec 35% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon, lui, tient en ce moment même son seul et unique meeting de cette campagne des législatives. Alors c'est un meeting évidemment bien plus modeste que celui qu'il avait tenu le 9 avril dernier lors de la campagne présidentielle ici sur le Vieux-Port. Il doit y avoir en ce moment tout au plus 500-600 personnes qui sont venues écouter le candidat de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon, qui l'assume comme il l'a fait tout au long de cette campagne des législatives, qui n'aborde que des questions, des enjeux nationaux. Il l'a suffisamment dit et répété au cours de cette campagne à ceux qui lui reprochaient d'être parachuté ici à Marseille. Les élections législatives sont des élections nationales, elles ne sont pas des élections locales. C'est donc de son programme, l'avenir en commun, le programme de la France Insoumise, qu'il est essentiellement question depuis une heure, mais aussi des projets du gouvernement et notamment de la réforme du code de travail, un coup d'état social selon Jean-Luc Mélenchon, ou encore de la mise dans le droit commun de l'état d'urgence, une grave atteinte aux libertés publiques, une grave atteinte à la démocratie, même pour Jean-Luc Mélenchon qui se pose en ardent défenseur des libertés publiques. Si Emmanuel Macron obtient bel et bien les 450 députés qui lui sont promis, dit Jean-Luc Mélenchon, eh bien alors il y aura moins de députés d'opposition en France que dans la Russie de Vladimir Poutine. Jean-Luc Mélenchon qui n'a donc pas évoqué son cas personnel, mais hier, lors d'un apéritif avec ses soutiens, il nous a dit qu'il ne craignait pas un front anti-Mélenchon et il n'est pas prêt à aucun arrangement, aucune magouille, dit-il, en tout cas pour gagner quelques voix. C'est pour ça qu'il a refusé la proposition de Patrick Mennucci. Patrick Mennucci qui lui proposait de le soutenir en échange du soutien de Jean-Luc Mélenchon à l'ensemble des candidats socialistes. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon a opposé une fin de non-recevoir à Patrick Mennucci qui ne soutiendra donc aucun candidat lors de ce second tour. Merci beaucoup Lucas Ajdela aux côtés d'Océane Le Rouge. Jean-Luc Mélenchon et son sens de la mesure classique. On a retrouvé Thierry Fabre, on l'a vu là ici dans les images, on voit bien cette capacité qu'il a, ce formidable tribun, il n'a pas de notes, la foule est là. Bien que ce soit un parachutage, incontestablement pour l'instant l'opération Marseille est plutôt réussie pour lui. Pour lui, peut-être, il va peut-être être élu, mais ça ne change pas le mouvement de fond. Quand même. Ouais. Il faut juste prendre un petit peu de recul par rapport au mouvement que nous connaissons. Et le dernier sondage Opinionway, j'aimerais quand même le mentionner, entre 450 et 470 députés pour La République En Marche, entre 70 et 80% des sièges. Oui, mais avec historique. Quelques voix qui seront tonitruantes à l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, vraisemblablement, y seront, même s'ils sont un peu seuls. Vous rendez-vous compte, enfin, on interroge les historiens, certains qui défilent sur ce plateau. On discutait avec Jean Garry, il disait, mais on n'a juste jamais vu ça. Oui. Ça donne quand même des pouvoirs extraordinaires à Emmanuel Macron pour appliquer sa politique. Il faut juste se souvenir, après l'élection, ou tout juste avant, tous les commentateurs, y compris sur ce plateau, on disait, oui, d'accord, président, mais il n'aura sans doute pas de majorité. Ça va être le retour de la 4e République. Souvent, on vote. Il disait pas ça. Non. Souvent, on vote pour son député. Tout ça a été explosé. Et si on en croit les sondages qui ne se sont pas trompés, donc la vague Macron apprend quand même une tournure extraordinaire. Renaud Pilat, on sait que les poids lourds qui viennent soutenir les candidats, ça fait longtemps que ça marche plus. Ça fait des images pour la télé, mais ça fait pas gagner une voix. Est-ce qu'on peut penser ici que ça sera un peu différent avec Édouard Philippe et Laura Flessel, qui sont estampillés Macron et qui donc bénéficient de cette espèce d'aura magique qui nimbe le président actuellement? Je crois que ça sert uniquement à mobiliser un petit peu plus l'électorat parce que ça fait ce qu'on appelle de la PQR. Comme on dit chez les journalistes, faire de la PQR, c'est-à-dire que vous avez, par le déplacement d'une personnalité importante... Les correspondants locaux. Et donc le lendemain, dans la presse quotidienne régionale qui est très lue, et ceux qui nous regardent le savent, on lit tous la presse quotidienne régionale, eh bien, ça permet de mobiliser un petit peu plus. En revanche, quelle que soit la personnalité, me semble-t-il, du Premier ministre
À l'ancien député, à l'ancien ministre, ça ne compte plus du tout. Et en plus, dimanche prochain, on n'assiste pas à une élection classique, c'est pas une alternance qu'on vit, c'est le remplacement d'une classe politique tout simplement. Donc rien ne compte. Tous nos paramètres habituels ne comptent pas. On remplace une classe politique sur une simple étiquette En Marche. Avec cette estampille Nicolas Boudot qui est magique, quoi. Le macronisme en ce moment, ça gagne tous les coups. Oui, ça c'est sûr. Au casino, il faut jouer Macron gagnant ou aux courses. Malgré tout, le Premier ministre est dans son rôle de chef de la majorité, qui risque d'être pléthorique, on vient de le dire, mais malgré tout, lui, il doit se montrer auprès d'un certain nombre de Il se démultiplie pour fédérer d'ores et déjà un camp qui est un peu hétéroclite. Qui sera le camp devant lequel il devra rendre des comptes sur les bancs de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas oublier ça. Donc d'un point de vue institutionnel, il est logique et normal que le Premier ministre aille de l'avant, et comme il ne peut pas se démultiplier à l'infini, eh bien, quelques ministres qui font le déplacement de manière symbolique dans certaines circonscriptions qui comptent, ça a du sens. Ça a du sens en matière de communication, et en effet, ça compte pour la presse quotidienne régionale, et ça peut jouer malgré tout sur quelques pourcents. Alors, il y a un tel retard pour les candidats qui ne sont pas en marche dans la majorité des circonscriptions, que c'est pas toujours suffisant de se faire accompagner par des ténors de son propre parti, mais malgré tout, c'est pas toujours inutile. Je suis pas complètement et 100% d'accord avec vous. En revanche, moi je suis d'accord avec vous, Nicolas, sur un point très important, c'est que c'est pas pour le résultat, c'est pour, en termes de ressources humaines, effectivement, le Premier ministre, c'est la première fois qu'un Premier ministre ne connaîtra pas les députés de sa majorité. Il ne les connaît pas, Édouard Philippe, les députés. Donc effectivement, il en connaît une vingtaine. Non, il va être certains. Les autres, personne ne les connaît. Donc. Non, mais exactement. Mais il va être obligé de s'appuyer sur quelques députés En Marche, et surtout quelques députés macro-compatibles de droite. C'est pour ça qu'il a envie que Thierry Solaire, Franck Riester et d'autres soutiennent la majorité, c'est que ça sera ses appuis. Tous les autres, il les connaît pas, et je peux vous dire qu'il passe beaucoup de temps à regarder en ce moment le trombinoscope pour apprendre avec son conseiller parlementaire. Sur les prénoms. Mais bien sûr, c'est important, il les aura face à lui le mardi et le mercredi. Je rebondis sur ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que la France se transforme en Russie de Poutine avec une telle majorité? Il faut prendre un peu de recul quand même. C'est sûr. Quand même. On avait compris quand même. Il y a un petit écart. En 2012, François Hollande, il avait une majorité absolue. Il avait la majorité ensuite au Sénat. Il avait toutes les grandes villes de France. Il avait toutes les régions. Et il avait 60% des départements. Donc, c'est bizarre, ça les gênait moins à l'époque, les dirigeants du PS. On avait une concentration du pouvoir extrême autour du PS, et on voit que le temps politique finalement va extrêmement vite, puisque le PS a explosé 5 ans plus tard. On se souvient qu'en 93, la droite avait une majorité écrasante à l'Assemblée. 4 ans plus tard, 97, elle se faisait balayer de l'Assemblée nationale. Donc ça peut bouger très vite. Une majorité écrasante comme celle de Macron, elle sera jugée extrêmement vite à l'aune des résultats, parce qu'on voit bien les gens... Très vite, il y a de la marge quand même, quand on voit, il n'y a plus d'opposition. Non, mais d'accord. C'est pas 93, mais il y avait un parti socialiste existant, là il n'y a plus d'opposition, c'est le Big Bang. Je pense qu'il y a une telle défiance vis-à-vis de la classe politique dont Macron a profité, que ça peut lui revenir en pleine tête si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ce qu'on dit aux députés macronistes, ils nous le rapportent sur les marchés, c'est « Ok, nous on vous donne les clés, là, on n'est pas totalement d'accord avec vous, on vous donne les clés et on veut que ça marche. Mais si ça ne marche pas, il y aura un retour qui peut être extrêmement sévère. En tout cas, on voit bien que l'argument numéro 1 de la part de la plupart des partis autres qu'En Marche, c'est de dire attention à l'hégémonie. Du coup, on a demandé donc aux Français si cette majorité écrasante à venir les inquiétait ou pas. Voici la question politique. Avec vous donc, Nicolas Boudot, en partenariat avec le cabinet Tilder. Cette question, la voici. Si Emmanuel Macron obtenait une très large majorité, est-ce que ça serait une bonne ou une mauvaise chose? Eh bien, les Français n'ont pas vraiment d'opinion, figurez-vous. C'est du 50-50. Non, ils pensent que c'est une mauvaise chose pour 50%. Et en même temps, ils pensent que c'est on est dans le en même tentisme. Une bonne chose. En cela, le résultat est très macronien. C'est toujours un peu bizarre, sinon inquiétant, de voir que les Français qui ne se sont pas déplacés pour voter craignent une majorité pléthorique. Ça crée toujours un paradoxe. Je mets ça de côté, mais je tenais quand même à le préciser. Malgré tout, ça veut dire une chose, ce sondage, c'est que malgré la probable très grande et très forte majorité que Emmanuel Macron et Édouard Philippe obtiendront dimanche soir, ce n'est pas pour autant un blanc-seing. Les Français attendent, et Thierry vient de le dire, des résultats
Il faut véritablement que les résultats arrivent extrêmement vite pour que les Français continuent de soutenir le président de la République, comme c'est le cas aujourd'hui, et le gouvernement. Sinon, il pourrait y avoir un retour d'ascenseur extrêmement brutal. Et puis, deuxième effet, quand on a une majorité pléthorique et une opposition par définition beaucoup plus faible, et qu'elle ne peut plus exister dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, eh bien, elle trouve des voies différentes qui peuvent être la rue ou d'autres moyens d'expression. On a connu les nuits debout sur la place de la République. C'est tout à fait le type d'action d'opposition qui pourrait naître si jamais il n'y avait pas de résultat. Emmanuel Macron qui lui boit évidemment du petit lait depuis dimanche et qui officiellement, Frédéric, ne fait pas campagne, hein, c'est pas le rôle du président. Sauf que, bon, évidemment, Emmanuel Macron, ses sorties, elles ont toujours un sens politique important en ce moment. Surtout 48 heures ou 72 heures avant un deuxième tour stratégique et décisif. Alors effectivement, chacun des déplacements d'Emmanuel Macron est pour lui l'occasion de tester sa popularité. C'est vrai qu'il est porté par un état de grâce, une sorte d'état de grâce, et qu'il en profite pour adresser des messages un peu subliminaux aux Français. Certes, il ne prend pas position officielle dans la campagne, mais sa seule présence, c'est une façon de dire « donnez-moi une majorité dimanche prochain ». Alors on va le voir là dans un instant, on a fait une petite sélection, sourire, selfie, partout où il passe. Alors il y a même une femme en pleurs, vous allez voir, il va tomber la veste. Toutes ces séquences ont été sélectionnées par Marine Truchot et Léa Bellante. Au Salon Vivatech. Au Salon Vivatech cet après-midi, bien sûr. Vous voulez que je vous la prenne? Je suis vraiment désolé parce que ma maman elle m'aime beaucoup et si elle me voit, non, je vous jure. Selfie with Israel. Il va vous serrer la main quand même. Bonjour Pepper. Monsieur le Président. Attention, faut vous reculer un petit peu. La poignée là, en bas, s'il vous plaît, merci. Merci. Hello Pepper. Hello. Il a changé, hein? Pleased to meet you. Pleased to meet you as well. Sérieusement, je te promets, il y a tout le monde qui va nous prendre en photo, elle sera bien nette la photo. Il y a un robot. Emmanuel, ça me ferait super plaisir et il y a un robot à côté. C'est ma fille. C'est l'industrie du selfie, elle a été boostée aujourd'hui. Ça allait bien? Comment ça va? Incroyable, hein, cette séquence Renaud Pila, c'est la rockstar. Rockstar, c'est incroyable avec effectivement Emmanuel Macron qui n'a pas besoin de parler, et c'est ce qui me frappe moi dans ces derniers jours, il ne parle pas, mais il fait campagne. Il fait campagne avec la communication non verbale la plus efficace qu'on ait jamais vue. De son point de vue, il n'a pas besoin de s'exprimer, ça lui permet, de prendre de la hauteur, mais regardez ces images. Bah, c'est un clip. Les images parlent d'elles-mêmes, comme on dit Nicolas Boudot. Oui, c'est le président jupitérien tel qu'il a voulu se présenter. Prise de parole rare, présence ciblée. Puis c'est vraiment, oui, là pour le coup, c'est vraiment la rockstar. C'est toujours curieux de. Cette jeune femme qui est en larmes au début. Ouais, face à un homme politique, le côté fanatique, c'est toujours un peu. Là, c'est presque même pas jupitérien, parce que là, il se plonge carrément, il enlève la veste, il se plonge dans la foule. C'est vraiment la proximité, le contact physique. Et rappelez-vous, la semaine dernière. Il mélange. Oui, il mélange les deux. C'est extraordinaire de voir le double. La semaine dernière, il y avait eu cette séquence juste avant le premier tour au standard de l'Élysée où il prenait au téléphone quelqu'un pour lui souhaiter son anniversaire. Enfin, on le voit, il manie, il alterne une séquence diplomatique c'est lui qui choisit de proximité. C'est très bien contrôlé, très bien joué. Qu'il a théorisé donc le jupitérien, l'ex-roi de France, puisqu'il a dit dans certains discours, dans certaines interviews, que les Français avaient toujours une nostalgie du roi de France qu'il essaye finalement un peu d'incarner. Mais il y a aussi le côté Macron qui va au contact, qui aime ça. Parce que très tôt, quand on a interrogé ses proches, il nous avait dit qu'il va sans doute aller à l'élection parce qu'il aime ça. Il aime le contact, et on le voit encore aujourd'hui. Il aime aller sur le terrain. Et donc, évidemment, le mélange des deux passe extrêmement bien en communication. Les racines de la Ve République, pour de vrai, ils collent à la Constitution de manière parfaite. Ça fait depuis Mitterrand qu'on n'avait pas eu un président qui collait autant à la Constitution de la Ve. C'est amusant de voir ça avec le quinquennat et les élections législatives qui suivent, mais on revient vraiment à l'épure de ce qu'est la Constitution de la Ve sur le rôle du président de la République. Rodo. Oui, mais heureusement qu'il y a eu quand même des moments où il va parler aux ouvriers, à tous les gens qui sont dans des situations difficiles, parce que effectivement là on est vraiment au cœur de la France. La France qui va bien. La France qui va bien, mais je dirais même pas la France, parce que les gens qui sont là, ils sont moitié étrangers, moitié français. C'est Paris, Londres, Berlin, New York, San Francisco. On est au cœur de la mondialisation qui réussit.
Or, ce qu'a à faire Emmanuel Macron et le gouvernement, c'est réduire les fractures sociales du pays qui sont les mêmes depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc ça, c'est des images en trompe-l'œil. Ça ne durera pas éternellement. Avec l'équipementier automobile. Absolument, oui, c'est vrai. Ouais. Il doit faire les deux. Il essaie de marcher sur les deux jambes. Une drôle de campagne, en tout cas, Frédéric, on le voit, où les candidats En Marche, on disait tout à l'heure qu'Édouard Philippe les connaissait pas tous, évidemment. Il y a plein de novices là-dedans et il y en a certains dont les profils n'ont peut-être pas été suffisamment vérifiés et leurs adversaires se sont rendus compte ces derniers jours. Bah oui, ça c'est le versant un peu, l'autre versant de ce renouvellement, de ce grand renouvellement. Il y a que des cas un peu étonnants. Cette candidate en Haute-Garonne, Corinne Vignon, qui fait l'objet d'une enquête préliminaire pour soupçon de travail dissimulé dans le cadre d'une activité d'astrologie. Alors elle a devancé au premier tour la candidate LR Laurence Harribagé. Et puis un autre cas En Marche aussi dans les Hauts-de-Seine, Laurent Zamekowski, lui qui ferait l'objet d'une plainte pour violence conjugale et aurait même été convoqué au commissariat ce jeudi. Et de plus, selon Le Point, il aurait un compte non déclaré à Hong Kong. Alors bon. Et pourtant, il est bien placé 20 points d'avance devant la candidate LR, Constance Le Grip. A priori, il sera élu dimanche prochain. Alors, c'est des cas qui suscitent beaucoup de réactions. Par exemple, celle de Cécile Duflot, pour le moins cinglante. Vous allez voir son tweet. Liste déjà longue entre les fraudeurs fiscaux, les procès pour agression ou harcèlement, la marchande de sommeil. Alors, c'est sans doute une façon pour elle de ramener le mouvement En Marche au vieux parti traditionnel où on se rappelle que la sévérité n'était pas toujours de mise avec certains candidats. Thierry Favre. Alors, quand on interroge Jean-Paul Delevoye, qui a dirigé la commission d'investiture donc pour désigner tous ces candidats, il vous répond écoutez, vous savez, on est un peu un parti tout neuf et il y a de la casse. Ouais, c'est ça. Donc il assume la casse. Ouais. On a fait de notre mieux, on les a sélectionnés, on les a auditionnés, on a recherché, mais effectivement, il y a eu aussi ce candidat avec ses propos homophobes qui sont ressortis aux propos qui avaient été tenus en 2012. Donc voilà, ils nous disent on n'a pas pu remonter jusqu'en 2012. Donc il y a un côté associatif dans le nouveau parti En Marche qui est évident, c'est-à-dire qu'ils font avec leurs moyens. Rappelez-vous de ce bug quand ils avaient envoyé une liste erronée à la presse où des gens, notamment le patron du rugby club toulonnais, étaient présentés comme candidats alors qu'ils ne l'étaient pas. C'est un travail un peu d'amateur. Et effectivement, dans ce travail un peu d'amateur, ils ont bricolé. Il y a des couacs comme ça et qui effectivement sont très médiatisés. Ça fait un petit peu d'ombre. Heureusement, sur le côté judiciaire, François Bayrou est à la chancellerie, garde des sceaux implacable, même si évidemment il y a eu cette affaire cette semaine. Il a appelé, vous le savez, la direction de France Inter pour protester contre une enquête sur le MoDem et puis il s'est fait reprendre à l'ordre par le Premier ministre Édouard Philippe, à qui il a répondu quelques heures plus tard. Du coup, Nicolas, on s'est demandé, on a demandé aux Français plutôt, est-ce que d'après eux, il vaut mieux privilégier la solidarité gouvernementale ou bien la liberté de parole de chaque ministre ? Et une fois de plus, les Français n'ont pas d'avis là-dessus. Non, pas d'avis. 50-50 une fois de plus. Décidément, on est dans une république macronienne. Dans le et en même temps. Voilà. C'est presque inquiétant. Non, malgré tout, ce que ça veut dire pour François Bayrou, c'est qu'on a mal un point de différence, mais c'est quand même la solidarité gouvernementale qui l'emporte. Et c'est une erreur de communication de la part de François Bayrou, qui n'était plus ministre depuis 20 ans et qui a gardé probablement les réflexes des années 93-97 où on pouvait parler comme un ministre et puis se dire je suis citoyen ou je parle sous une autre étiquette. Dans le quinquennat qui est le nôtre et dans le monde de la communication et des réseaux sociaux, c'est impossible. L'opinion publique, les Français ont de vous l'image qui est celle de votre grade et de votre fonction et pas du tout celle du citoyen. Donc ça, c'est une erreur de com. Le Premier ministre l'a traité comme une erreur de com en expliquant que ça n'était pas possible. Et François Bayrou y a mis beaucoup d'ego en réponse. Et toute la question est de savoir s'il va pouvoir rester ou pas. Lui, il se présente comme un faiseur de roi. Ce qui est le cas, il se sent protégé par le président de la République. Il est passé de faiseur de roi à boulet en quelques minutes, de Deus ex machina politique à perdant. Persona non grata, persona non grata ou presque. Et donc, les résultats de dimanche permettront de savoir si François Bayrou pèse encore politiquement. On en est où, Frédéric Delpech, dans cette bisbille entre le Premier ministre et son garde des Sceaux ? Alors hier, on a eu la séquence apaisement, le gouvernement qui faisait savoir que la situation était pacifiée entre Édouard Philippe et François Bayrou. Mais aujourd'hui, la droite elle a quand même décidé de maintenir la pression. La liberté de parole et d'acte revendiquée par l'intéressé est devenue carrément un fait politique. Alors c'est la déclaration du jour, signée Xavier Bertrand, qui en appelle carrément à l'arbitrage d'Emmanuel Macron. Oui, il y a un problème Bayrou. On ne sait pas bien, M. Bayrou, il est vice-premier ministre, il est vice-président, quand même le Premier ministre, qui recadre, et je pense qu'il a raison. François Bayrou qui dans la journée dit « je m'en moque ».
qui le lendemain va à la radio pour dire « je m'en moque vraiment », ça pose un problème de fonctionnement, ça pose un problème de fond d'ailleurs, et un problème de fonctionnement. Et aujourd'hui, le président de la République ne peut pas rester muet. On nous dit le président de la République, il est au-dessus de tout, il ne s'occupe pas de tout cela. Non, le président de la République doit nous dire aujourd'hui si le Premier ministre a vraiment de l'autorité, et il doit nous dire si on s'est trompé. Et on rappelle que tout était parti donc d'un coup de fil de François Bayrou à France Inter. Les relations, décidément, sont conflictuelles avec la presse en ce début de quinquennat. Et vous avez relevé, Frédéric Delpech, une nouvelle illustration qui va dans ce sens. Et oui, cette fois-ci, c'est la CGT qui tire la sonnette d'alarme. Dans son compte-rendu écrit après une réunion au ministère du Travail, alors, le syndicat rapporte des déclarations du directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui aurait indiqué en préalable aux discussions que le syndicat n'obtiendrait plus d'informations sur les projets du gouvernement au cas où il communiquerait les dites informations à la presse, autrement dit une demande de confidentialité totale. Alors toujours sur le compte-rendu, voici la réponse qu'aurait fait la CGT au directeur de cabinet. Nous avons rétorqué que nous étions libres de communiquer et attachés à rendre compte à nos organisations et à nos salariés. Voilà pour l'ambiance. Et à la presse. Et à la presse, il faut rappeler que le ministère du Travail avait dans un premier temps avait déposé une plainte contre X après les fuites sur la réforme, vous vous rappelez, dans Libération et Mediapart. Il a finalement, le ministère, retiré sa plainte hier. Enfin, en tout cas, ça fait beaucoup. Une grosse pression sur ce sujet, Thierry Favre. C'est compliqué à Challenge de glaner des petites infos laser ou Comme pour les autres confrères, c'est-à-dire qu'il y a un verrouillage assez extraordinaire. Les gens que l'on voyait facilement auparavant, dès qu'ils sont rentrés dans le cabinet ministériel, alors là c'est terminé, on ne parle plus, on sent ce verrouillage. C'est assez unique cette plainte contre Libération et Mediapart pour vol et recel. Donc il y a vraiment un côté vieille politique dans les pratiques de ce pouvoir vis-à-vis de la presse. Ils ont retiré, oui, la plainte. Mais simplement le fait de l'avoir d'être parti dans cette direction, ça prouve qu'ils sont à cran là-dessus. Ils sont extrêmement à cran. Alors il y a un côté assumé d'Emmanuel Macron, notamment vis-à-vis des journalistes politiques. Il n'aime pas les journalistes politiques, voilà, des bovaristes qui que du décor, et eux, il veut des sujets de fond. Et donc là-dessus, il assume, et les gens ont beaucoup de problèmes. Mais tout de même, le laisser Bayrou passer ce coup de fil, ça fait effectivement vieille politique pour quelqu'un qui veut tout changer. Donc il est en pleine contradiction. Mais là-dessus, à court terme, il ne se fait pas beaucoup de soucis parce qu'il sait que les Français ont une telle image des médias qu'il n'y aura pas beaucoup d'impact dans le vote. Mais tout de même, la relation durable avec la presse, s'il continue avec ces pratiques, ça va poser un problème. Il y a un bon papier dans Marianne qui a interrogé Gaspard Ganzer, l'ex-conseiller com de François Hollande, et qui dit exactement ça. Il ne peut pas durablement avoir... Non, c'est peut-être pas un modèle, mais enfin, en tout cas, il ne peut pas durablement avoir tout de même cette politique avec les médias. C'est vrai que la com de François Hollande, il y aurait 2-3 trucs à dire quand même. Gaspard Ganzer essaie de changer les choses. Oui, bien sûr. Il y a eu un livre là-dessus, je crois. Vous ne devriez pas dire ça. Non, c'est vrai, comme un président. Je crois qu'il a raison, Emmanuel Macron, de jouer la carte de la distance et de la méfiance avec la presse. Pour avoir été, moi, au cabinet d'un ministre du Travail naguère, c'est vrai qu'on retrouvait parfois des projets de loi ou des projets avant même que les réunions ne soient terminées. Ils étaient quasiment tweetés ou envoyés en direct à la presse. Et ça peut être pénible dans une gestion et dans une relation entre un ministre et des organisations syndicales. Donc, il a raison de porter plainte alors pour vous ? Mais non, il a raison de dire ça probablement à la CGT en disant pour entretenir de bonnes relations, essayons de travailler ensemble et pas avec le témoignage ou avec l'épée de Damoclès de la presse au-dessus de nous. En tout cas, moi, j'imaginerais pouvoir dire un truc comme ça. Porter plainte contre la presse quand on est institutionnel, quand il n'y a pas une atteinte directe, c'est-à-dire une forme de diffamation. Moi, je considère à titre personnel que c'est absolument une connerie monumentale et qu'il faut absolument jamais faire ça parce que se fermer du quatrième pouvoir relatif qui est celui de la presse, c'est toujours une erreur quand on fait de la politique. Toujours. Ça n'est jamais la faute des médias. Jamais. Ça n'est jamais la faute des médias. C'est même pas nous qui le disons, vous voyez, c'est formidable. Merci beaucoup à tous les quatre pour être venus dans le Grand Soir. Dans quelques instants, un journal complet, il est présenté par Rebecca Fitoussi, bien sûr.